Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bien le bonjour et bienvenue dans Coup de canon, la thérapie pour les supporters d'Arsenal. Alors, si vous ne saviez pas encore ce que c'était être supporter d'Arsenal, eh ben, en l'espace de 3 jours, vous l'avez désormais compris, je l'espère, c'est-à-dire que l'on peut passer d'une euphorie totale en se disant qu'on est capable de rattraper un retard sur Liverpool et d'aller loin en CL et peut-être même d'aller créer l'exploit à Newcastle et se qualifier pour une finale de Carabao Cup, à 3 jours plus tard, un match que je qualifierais de cataclysmique, catastrophique. Voilà. Bienvenue chez les Gunners. Amis auditrices et amis auditeurs, on va débriefer, vous l'aurez compris, de la demi-finale de Carabao Cup où Arsenal se déplaçait à Saint James Park. Le match aller avait été dominé par les Magpies qui l'avaient emporté à l'Emirates 2-0. Il fallait donc, pour espérer se qualifier, à minima l'emporter avec 2 buts d'écart pour espérer des prolongations et peut-être une séance de tir au but. Il en aura été tout autrement. Pour m'accompagner aujourd'hui, le seul courageux, mon seul expert du jour, mon fidèle ami, j'ai nommé Jonathan. Hello! Salut Raoul, bonjour tout le monde. C'est bien, ça, c'est vrai, c'est une thérapie en fait, non? Ah bah c'est carrément une thérapie, ouais. Alors pour moi, je crois que ça va être un défouloir. Je m'excuse d'avance, mais moi j'ai quelques trucs à dire. Alors, Jonathan, je le disais en introduction, c'était un match cataclysmique, catastrophique. C'était une purge, disons-le. Euh, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais on va quand même essayer de garder la trame habituelle pour ne pas déstabiliser tout le monde. Parce que faire 2 thérapies en une, ça serait compliqué. On va commencer donc par l'instant passion. Jonathan, dis-moi que tu as un coup de cœur. Euh, Ah oui, non, mais j'ai des coups de cœur. Ah, j'ai Ah, des bah, gros coups de cœur. magnifique, vas-y. J'ai des gros coups de cœur. Moi, mon instant passion, c'était l'arbre enfin, l'arbre, pardon, excusez-moi. C'était le match de City qui était un peu, comme je te l'ai dit, l'arbre qui cache la forêt. Ah, mais du coup, c'est pas un Et instant passion sur j'ai, le match. enfin, c'est un constat Hmm, global d'Arsenal. ok. Et j'étais le premier à tomber dans l'euphorie du match de dimanche, hein. Ah, bon, J'étais on le était premier à être plusieurs, hein. dedans. Et là, bah, je On retombe était vite, plusieurs. euh, je Ah, bah retombe oui. vite sur terre. Et ben moi, mon coup de gueule, ça va être ce que tu vas entendre tout au long du podcast. Je trouve, je trouvais déjà inadmissible le match aller, la qualité que l'on avait proposée au match aller, lorsque tu peux aller gagner un titre et que tu sais que potentiellement tu peux sauver une saison blanche et tu peux te louper sur le match aller, ça peut arriver, mais sur le match retour, tu dois arriver avec avec d'autres intentions. Enfin, déjà, tu dois arriver avec des intentions. Et on s'est loupé. Donc du coup, gros carton rouge à l'équipe. Et j'ai envie de dire à son coach, je vais l'inclure dedans, même si pour le coup, je pense qu'on peut pas le critiquer parce qu'il met la même compo. J'anticipe un petit peu parce qu'on va y venir juste après, mais il met la même compo que City. Et on avait dit, moi j'avais dit que si on voulait se qualifier, il fallait qu'on ait le même 11 de départ avec la même qualité de jeu. Et il fallait aussi qu'on fasse un clean sheet. C'était mes hypothèses de base. Bah voilà, hein. Bon, la compo. Alors, je le disais, le même 11 de départ que contre City, on va le rappeler. David Raya, en tout cas, c'était les noms qui étaient marqués dans le dos des joueurs. Je ne sais pas si c'était leurs jumeaux, si c'était leurs clones, si ils ont fait la fête la veille, je ne sais pas. Mais au but, on avait Bah, Raya. d'après toi, en tout cas, enfin, Ah, d'après ton avis footballistique, ne pour me, David Raya, me c'était spo- le même que d'habitude, mais Non, parce que, encore une fois, et peut-être que c'est une erreur de ma part, je l'ai mis dans mes tops, je l'ai mis dans mes tops dimanche dernier, et je lui ai attribué la note de 9 sur 10, en disant que si je pouvais avoir un David Raya comme ça, tous les matchs,
jusqu'à la fin de la saison, probablement que j'arriverai à monter dans le train. Alors, pas en première classe, mais au moins dans le wagon de queue. Mais laisse-moi revenir sur notre ami David un peu plus tard. Défense à 4 avec Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Kelly. Milieu à 3, Partey, Ødegaard et Rice. Et la ligne d'attaque avec Trossard à gauche, Havertz dans l'axe et Martinelli à droite. On va passer rapidement sur la compo. C'est la compo qu'on attendait tous. Je pense que toi également. Il n'y avait pas de surprise. Non, il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait pas de surprise. Enfin, c'était ce que je pensais en tout cas qu'il fallait faire. Il n'y avait On a pas de débat remarqué là-dessus. que Arteta n'a pas fait jouer notre ou nos nouvelles recrues, hein, du mercato d'hiver. C'était compliqué parce qu'on n'en a Ah, pas eu. non, parce qu'il a fait un changement redoutable à la 60e pourtant, en faisant rentrer les recrues du mercato d'été. Ah ouais, qui ont changé tout le jeu d'ailleurs. Mais soulignons, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de débrief et je pense que ça va être fait pendant la trêve des 10 jours. On fera un podcast là-dessus. Mais soulignons quand même le clean sheet de ce mercato d'hiver. On n'a rien vendu, Comme on n'a rien tu, co- acheté. comme tu l'as dit, moi je prépare un petit article pour le break là et je pense que ouais, on se retrouvera pour un Oui, petit oui, on fera, podcast bilan. on fera un podcast bilan, ouais. Mais bon, force est de constater, et je crois que je vais vous le dire un peu plusieurs fois, et vraiment en toute humilité. Mais, et en plus de ça, Jonathan, vu qu'on échange quand même pas mal de fois en off entre nous par message ou qu'on s'appelle, tu pourras quand même confirmer que dès le début du mercato d'hiver, j'ai dit qu'on ne ferait rien. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, force est de constater que j'avais raison. Et il y a un autre dossier sur lequel je vais revenir très rapidement, où ça fait quand même à peu près un mois et demi que je critique les relances dangereuses d'un certain joueur qui porte le numéro 22. 22. Et ben hier, ce qui devait arriver arriva. Alors, Jonathan, je vais prendre un petit peu le fil conducteur du match, histoire d'avoir un petit support, parce que hier, je me suis fait plaisir, je me suis dit, je vais regarder le match avec Pierre Cobar, et ben, j'ai bien fait, mais j'ai été fort mentalement, je n'ai pas sombré dans l'alcoolisme. Euh, mais j'en étais pas loin, vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de cette entame de match? Alors déjà, il faut souligner qu'on avait fait un space lundi, le fameux apéro AFC, où on avait trois sujets, dont la demi-finale retour de la Carabao Cup. Et Louis m'accompagnait, et moi j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que Newcastle allait faire un bloc bas et que ça allait nous poser problème parce qu'on ne sait pas jouer les blocs bas et qu'ils allaient jouer en contre, en jouant rapidement sur notamment Isaac, Gordon, etc. Force est de constater qu'au début du match, il n'y avait pas du tout de bloc bas. Et force est de constater que dès le début du match, on n'était clairement pas dedans. Et par contre, il y a eu, comment dirais-je, des vraies déceptions. Bah, moi, j'ai des vraies déceptions pour certains joueurs. Alors, je voudrais quand même clairement clarifier les choses. Un joueur de foot a le droit de passer à côté, notamment certains, notamment Saliba qui est énorme depuis 3 ans. Sauf que là, hier, on a à peu près 14 ou 15 joueurs qui sont passés à côté de leur match. Quand tu as un joueur qui passe à côté, le collectif peut éventuellement compenser. Quand on a deux ou trois, ça devient compliqué, c'est le tiers de l'équipe. Quand tu as l'ensemble des joueurs qui passent à côté, tu peux absolument rien espérer. Je pense que si on jouait hier une quatrième division, on perdait le match. Tellement on était éclaté du début à la fin. Euh, Pourquoi je parle de Saliba? Parce que très rapidement, dans le match, dès la quatrième minute de jeu, on est sauvé une première fois pour un hors-jeu, qui était limite, mais il y avait, bon, visiblement, les images sont quand même, j'allais dire, pas très explicites, mais elles ont mis quand même du temps à sortir, et on voit que, il y a clairement pas la ligne droite de Longchamp, hein. Euh, je crois que c'est l'avant-bras d'Isaac qui est hors-jeu, mais c'est sur
une récupération, balle en profondeur sur le côté droit, Isaac plat du pied, pleine lucarne qui trompe Raya. Et déjà là, tu te dis, oula, le positionnement de MLS qui était assez haut, le positionnement de Saka qui est très axial et qui laisse Isaac seul. Comment peut-on laisser Isaac seul? Euh, Gabriel qui est sur son côté droit, mais rien, pardon, rien ne va. Et on est sauvé par la VAR, tant mieux. Donc on se dit, ok, petite alerte. J'étais presque prêt à remballer. Et franchement, s'il n'y avait pas eu de podcast, je pense qu'à ce moment-là, je rentrais presque chez moi et ça aurait été la première fois cette saison. Mais voilà. Mais je me dis, ok, il y a hors-jeu. Pour l'instant, on a sur le clean sheet. Petit réveil. Sauf que Newcastle maintient sa pression. Euh, on propose vraiment pas grand-chose jusqu'à cette fameuse Le 19e minute de jeu. 18e. Ouais, 18-19. Où euh, Martinelli, franchement, alors franchement, la petite passe de l'extérieur du pied pour Odegaard, elle est magnifique. Je suis assez surpris. En même temps, l'avantage est laissé et la maladresse de l'attaquant fait le reste. Mais il y a quand même une sacrée faute sur Martinelli à l'entrée de la surface. Et Odegaard se retrouve, je vais pas dire seul, mais dans une position très 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 confortable face au but. Et malheureusement sur son pied droit. Bah, à ce niveau-là, j'ai pas l'impression que son pied droit à 15 mètres du but, ça doit être problématique pour Odegaard. Et la balle, je sais pas si elle l'effleure, si elle frappe vraiment le poteau, mais en tout cas, ça passe à côté. Avant de revenir sur cette occasion-là, parce que moi j'ai quelque chose à dire, dans la foulée, il y a un 6 mètres. Sur le 6 mètres, il y a un duel entre Isaac et Saliba. Et ce duel-là, Saliba, il le perd jamais de la vie. J'ai jamais vu Saliba perdre ce genre de duel. Il est en avance au moment lorsque la balle est dans les airs et arrive. Isaac, de façon très intelligente, arrive à lui passer au dernier moment devant et au lieu de monter au duel de la tête avec Saliba, fait une légère déviation du pied droit, je crois, sur Gordon, qui lui la remet en un temps ou deux temps. C'est plein axe pour Gordon, pour Isaac, pardon. Il est sur son pied gauche, je crois. Poteau. La balle revient dans les pieds de Murphy qui avait lui suivi sur son côté droit, contrairement à MLS, faut le souligner aussi, et pousse la balle dans un but vide. Je pense qu'on est d'accord pour dire que, alors, si Ødegaard la met, en fait, c'est pour ça que je cite les deux actions, Jonathan, et je vais te laisser rapidement la parole parce que j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je parle. Euh, j'explique les deux actions parce qu'en fait, c'est tellement lié. Parce qu'en fait, t'as un 1-0 potentiel à Arsenal avec une vraie occasion franche, à 1-0 pour Newcastle, qui à ce moment-là déjà te flingue le match. À 1-0, moi perso, je savais qu'on revenait plus. Et en plus de ça, et ça, Louis l'a dit justement ce matin, et moi j'en parlais avec Pierrick hier soir pendant le match, c'est que si c'est si c'est Havertz ou Martinelli à la place d'Ødegaard qui loupe ce but-là, ils en prennent plein la gueule. Vraiment, ils en prennent plein la tronche. Faut être objectif aussi. Il y a Ødegaard à sa part de responsabilité, même si l'attaquant a le droit de louper, mais à sa part de responsabilité. En plus de ça, c'est pas une contre-attaque, c'est un vrai 6 mètres, donc tu as le temps de te replacer. Et après, il y a ce duel manqué de la part de Saliba qui, pour moi, fait 80%, qui fait 80% du but finalement. Et puis après, la couverture sur Gordon qui n'est pas bonne, bah, le marquage sur Gordon qui n'est pas bon, le marquage sur Murphy qui n'est pas bon, et un Raya qui pour le coup ne peut pas faire grand-chose, mais qui, force est de constater, sur les deux premiers ballons qu'il a traités, n'est décisif aucune fois. Et potentiellement, à ce moment-là, il en a déjà pris deux au fond des filets, dont un but hors jeu. Euh, Jonathan, t'as vu, je parle assez calmement encore, hein. Je me canalise énormément. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? Sur quoi tu es d'accord et sur quoi tu n'es pas d'accord? Alors, déjà, je voulais revenir un petit peu sur la technique mise en place par Newcastle et là où Eddie Howe a réalisé une masterclass face à Arteta. Comme tu l'as dit, on s'attendait tous à un bloc bas.
Je pense que même les Gunners s'attendaient à un bloc bas. Et ils ont été surpris et pris à la gorge dès le début, très bien aidés par leur public, dont on reviendra un peu plus tard vers la fin de la mission sur le point du public de St. James Park. Mais oui, force est de constater qu'au niveau tactique, on n'était pas du tout prêt pour ce qui nous attendait. Ensuite, au niveau d'Odegaard, là, je pense qu'on a vraiment la preuve flagrante que ça va pas. On avait mis en lumière il y a quelques semaines, à travers quelques statistiques, les performances récentes d'Odegaard, que ce soit au niveau des pertes de balles, des dribbles réussis et des duels gagnés, qui entre fin décembre et mi-janvier n'étaient vraiment pas au rendez-vous. Il y avait eu pas mal de réactions sur les réseaux. Je l'ai vu, c'était Facebook ou Twitter, comme quoi, pourquoi vous critiquez Odegaard? On, on fait pas ça par plaisir. Enfin, Odegaard, c'est quelqu'un que on sait son talent, on sait ce qu'il a apporté au club, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le vestiaire, et on remet pas ça en cause. Mais on prend des faits et on met ces faits en lumière. Et ces faits étaient que les performances d'Odegaard étaient vraiment sur la descente, quoi. Et c'est vrai que ce qu'il a loupé hier, bah, alors je vais pas dire il y a quelques mois, mais il avait fini la saison, pour moi, la saison dernière, 23-24, c'était le meilleur joueur de l'équipe, terminé. Il était vraiment tellement important, ce lien entre la défense et l'attaque. Et là, c'est vrai qu'il est dans le dur. Ensuite, au niveau de Saliba, qui, comme tu l'as justement rappelé, était devant euh, Isaac. Isaac lui est repassé devant pour réussir à mettre son pied, à dévier la balle. Il s'est fait avoir comme ça il y a 3 jours aussi, hein. On n'en a pas trop parlé parce que le score était de 5-1. Mais il s'est bien fait enrhumer par Haaland sur le but de la tête d'Haaland, où Haaland l'attire On en vers parle, lui, repasse on en a, devant. si, on en parle quand même dans le podcast en disant que son positionnement n'est pas le bon, mais effectivement, à 5-1, tu peux, Tu bah, fais sur un bien match où tu gagnes attention. 5-1, voilà, oui, tu es plus dans l'euphorie et tu as en plus envie de saluer la performance collective que de mettre je veux dire, en avant, de pointer du doigt quelque chose de négatif, ce qui en soi est logique, hein. Absolument. Mais ça fait quand même 2 actions où son placement n'a pas été le meilleur, alors qu'il est quand même réputé pour être un des meilleurs centraux du monde, quoi. Donc, euh, donc ouais, je te rejoins là-dessus. Bon, c'est déjà je vais pas dire une bonne chose, mais voilà. Alors après, moi, il y a tu sais que j'aime bien ouvrir des dossiers après avoir débriefé des deux périodes du match. Ødegaard va en faire partie. Donc, je garde ce que tu m'as dit et on y revient juste après. Donc, ouverture du score de Newcastle. Et là, franchement, on se dit, bon, voilà, hein, ça craint. Euh, Comme dit, en fait, j'ai même pas envie de repartir sur les temps faibles ou les temps forts ou les occasions manquées, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas été du tout puissant, impressionnant durant cette rencontre. Je sais même pas si on peut parler d'occasion franche. Peut-être si, bah, il y a encore en fin de match la tête de MLS, mais de toute façon, c'est tellement anecdotique, pardon, bon, ça sert à rien d'en parler, mais bon, on voit que c'est pas un attaquant, il met une tête, ça part en chandelle. Peut-être préciser juste, parce que là, du coup, c'est aussi la mauvaise nouvelle du jour, la sortie sur blessure de Martinelli en lieu et place qui laisse sa place, pardon, à Nwaneri à à la 38e, blessé sensiblement derrière, visiblement, pardon, derrière la cuisse, je dirais, je sais pas, le genou, la cuisse. En tout cas, il s'est relevé, il a pu marcher, il n'a pas été déplacé sur civière ou il n'a pas été soutenu par les kinés, mais en tout cas, ça peut être la mauvaise nouvelle du soir aussi, tellement notre effectif est limité, mais ça, on le savait. Et je crois que, allez, on va dire 43, 44e, on prend deux jaunes, anecdotique aussi, allez, ça dégage. C'est la mi-temps, le match revient, tu te dis, ok, 1-0, faut que tu fasses 3-1. Donc il faut que tu emballes le match, faut que tu mettes une intensité incroyable. Tu as 10 jours pour te reposer après. Vous partez à Dubaï, les gars. Il y a quand même plus. Sortez-vous les doigts de derrière. Mais bah non. Juste, Ouais, dis-moi. Raoul, Ouais. enfin, il y a quand même
On a quand même, sur la première mi-temps, 70% de possession de balle, hein. C'est c'est Ouais, énorme. mais on en fait quoi de la balle? Ah bah rien, c'est Ah, là où voilà. tu vois Possession que, stérile. Si Méchal était là avec nous, il que dirait. Que Newcastle est vraiment clinique, hein. Bon, on le sait, hein, je n'apprends rien à personne, mais c'est quand même Non, non, mais affolant. tu as raison. Et pourtant, rappelons qu'ils ont quand même pris 4-1 contre Bournemouth à la maison, hein. Autant Bournemouth, c'est redoutable chez eux. Là, en déplacement, ils ont quand même mis 4-1 à Newcastle et après, ils ont perdu 2-1 contre je sais plus qui. Donc, Fulham. c'est pas une équipe invincible. Ouais, contre Fulham, merci. C'est pas une équipe invincible à la maison. Mais Newcastle est en train de devenir la nouvelle bête noire d'Arsenal, j'ai l'impression. Euh, il y a quoi après? S'il y a une occasion pour Gordon vers la 50e. Il y a les premiers changements qui interviennent, et là, ces changements-là, tu te dis, le coach a lâché. C'est-à-dire que Ødegaard est remplacé par Sterling et Trossard est remplacé par Merino. Euh, Attention, la cavalerie arrive. ouais, bah, super, génial. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça va tout changer. Non, je plaisante, bien entendu. Après, 78e, tu as Timber qui est remplacé par Calafiori. Et tu as Partey qui est remplacé par Jorginho. Euh, Et avant ça, bien entendu, on y vient. Le magnifique but de Gordon. Mais magnifique dans sa réalisation, dans sa conception qui part du gardien. Ah non, merde, de notre gardien. Ah, mais c'est ça que j'ai pas compris au football. On s'arrête là-dessus. Pardon. On s'arrête là-dessus un petit peu parce que franchement, moi j'ai toujours pas décoléré. Vraiment. Bon, mesdames Cette... et messieurs, attention, je vous annonce un monologue d'une dizaine de minutes. Non, je vais essayer de la faire courte et je vais essayer d'être calme. Par contre, ouais, si vous avez des enfants en voiture, baissez le son 30 secondes, s'il vous plaît. Mais cette putain de relance de Raya qui met en difficulté Rice, cette relance de merde qu'il fait depuis des mois et des mois, des matchs et des matchs, où reprenez chacun des podcasts que j'ai fait, je dis, ces relances-là, je ne comprends pas. On me parle d'un meilleur gardien, d'un des meilleurs gardiens de PL, d'un des meilleurs gardiens européens. On me dit que c'est le top 3 européen, ce gardien. Mais à quel moment on va comprendre qu'un gardien qui fait des relances comme ça, qui met dans des situations délicates ses défenseurs, alors que lui, c'est le seul joueur de champ avec son homologue qui est 110 mètres plus loin à avoir tout le jeu devant lui. C'est-à-dire que quand il décide de donner la balle à Rice, il voit que Rice, il est pris par un attaquant. Il voit que le jeu n'est pas de donner à Rice. Et comme je disais, Rice, il peut insulter la mère de Raya. Jamais tu dois lui donner le ballon. Jamais, jamais, jamais. Il l'a fait avec Timber. Il l'a fait avec MLS. Il l'a fait avec... ben d'ailleurs, je crois que c'est au match aller qu'il le fait avec Partey, où il y a un attaquant qui tacle. Non, c'était pas le même, c'était pas Newcastle. Mais en fait, il le fait avec Partey. Il le fait à chaque fois. Et à quel moment, mesdames et messieurs, on va comprendre que ce gardien-là nous met en difficulté. Alors oui, c'est pas lui qui fait qu'on se qualifie pas. Mais à quel moment on va continuer à le défendre? Je vois qu'il y a même un média, un truc de ouf, un média de statistiques qui a sorti une stat en disant c'est la première fois que Rice perd un ballon amenant à un but direct. Mais à quel moment on dit que Rice est responsable de ce but? Mais allô? Allô, quand est-ce qu'on va se réveiller? On parle du jeu au pied de Raya. Déjà, là, alors, il a un bon jeu de main contre City, effectivement, il a été très bon. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si Raya, il est plus souvent moyen, voire moyen moins mauvais, et qu'il est bon de temps en temps, comme une éclaircie, je sais pas moi, comme un arc-en-ciel. Et on me dit que ce gardien, il est top 3. Alors oui, je crie, je suis désolé, oui, je suis fâché. Et vraiment là, en toute sympathie, j'attends notamment un auditeur qui commande souvent les réactions que l'on a sur Raya. Et je crois que son prénom, c'est Jean-Michel. Il écoute les podcasts sur YouTube. Et la plupart du temps, il nous met toujours un petit message qui en soi est très sympa. Et il prend souvent la défense de Raya. J'ai vraiment hâte. Bah, j'espère qu'il va nous écouter et j'ai vraiment hâte qu'ils prennent position sur ce fait de match-là, même si ça ne change pas toute la physionomie. Mais à 2-0, à la 52e, c'est fini. C'est over. Il faut que tu en mettes 4. On n'a même pas été capable d'en mettre un en 2 matchs. Et là, il fallait que tu en mettes 4. Donc, à quel moment on va pointer du doigt et on va dire Rice,
n'est pas coupable sur le but là, même si au niveau de la stat, c'est ce que je disais hier à Corentin, je pense que vu que Rice la touche légèrement, la perte de balle, elle est considérée comme étant celle de Rice et pas comme étant celle de Raya. Je pense que tu es d'accord avec moi, Jonathan. Oui, absolument, absolument. Mais c'est inacceptable. Et encore une fois, si ça avait été un fait isolé, je serai encore dans l'euphorie de dimanche dernier où il nous maintient dans le match. Mais encore une fois, ça fait un mois et demi que je pointe du doigt ces relances de merde. À quoi ça sert? De toute façon, tu es déjà mené 1-0 et 2-0 à l'aller. Au, au score cumulé, tu as 3-0. Mais mets une praline devant. Mets une praline devant. Qu'est-ce que tu la donnes à Rice? Idiot que tu es, quoi. Mais le pire, tu vois, là, je suis devant, je suis devant. C'est que déjà, c'est Gabriel qui lui remet de la tête. Donc, il la récupère des mains. Il n'est pas forcé de jouer au pied. C'est lui qui décide de jouer au pied. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il y a un défenseur, il y a un attaquant qui fonce sur lui. Donc, tu as Saliba aussi à droite qui est complètement dispo. Et il se met en danger tout seul. Alors Il Saliba est se met en danger dispo, tout seul Jonathan, mais comme un si grand. tu Saliba est dispo, mais si tu regardes bien, je crois que Saliba, il a un attaquant devant lui à 3-4 mètres. Donc même la mettre à Saliba, ça serait, il est, tu vois, il est pas seul à 20 mètres autour, quoi. Mais le choix de Raya, quand moi je vous dis que Raya n'a pas Si, si, d'intelligence si, de jeu, Saliba, il y a Gordon qui fonce sur Raya et du coup, Saliba est tout seul. ah Il aurait ok, très bien pu la passer à Saliba. Mais bon, écoute. ah bah non, il a dit ouais, attends, je te la donne plein axe. Tiens, tiens, Declan, t'es le meilleur joueur du monde, t'es super technique, tu t'appelles Zizou, tu vas éliminer 3 joueurs, tu vas partir seul, tu vas marquer un but. Non, mais c'est une honte. Franchement, je, et j'ai l'impression de me répéter et on va me dire que je suis un élu envers Raya. La preuve que non, c'est que quand il fait des bons matchs, je le souligne, mais ces bons matchs-là, ils sont tellement, tellement éphémères et tellement, je vais dire, rares qu'en fait, au début, je me suis dit, je vais pas me fâcher avec Raya. Mais en fait, il faut à un moment donné qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se rende compte quand même que du niveau de ce joueur, de ce gardien. Et en plus de ça, on me dit, on l'a recruté pour le jeu au pied. Déjà, recrutons un gardien qui soit bon sur sa ligne, etc. Ou alors, demandons-lui de faire un match comme il l'a fait dimanche dernier. Parce que c'est ça un vrai gardien. C'est ça un gardien décisif. Je vais faire une petite parenthèse. Liverpool dans le match contre Bournemouth, où il gagne 2-0. C'est un miracle qu'ils prennent un clean sheet. C'est un miracle. Pour ceux qui ont vu ce match-là, c'est un miracle. Et ils ont un vrai gardien. Ils ont un vrai gardien qui a déjà fait des boulettes, bien sûr. Alors on pourra me les citer, les lister, et les énumérer. Mais franchement, il faudrait faire une vraie compilation des erreurs de Raya, hein. Et qu'on me dise encore que Raya, c'est un des top 3 européens, voire mondial. Mais allô? Allô? Dans quel monde? Dans quel championnat? Peut-être sur. Alors, je suis pas du tout un geek, excusez-moi, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas le nom des jeux, mais dans, je sais pas, PES ou j'en sais rien, mais peut-être que là, je sais même pas quel score il a. Mais Ouais, même là, PES déjà, ça n'existe plus depuis un petit moment. bah voilà, Mais tu vois. ok. Non, mais Enfin, je suis vraiment une tanche dans les jeux vidéo. Je sais pas, est-ce que je suis vraiment le seul à m'exciter sur Raya, ou est-ce que à un moment donné, Jonathan, est-ce que je sais pas, tu partages un tout petit peu ah, mais je veux dire, le fait est là, hein. Que tu le veuilles ou non, tu regardes l'action, elle est aberrante. C'est aberrant. Et en plus de ça, franchement, le cadreur, il capte. Parce que moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'on mette la faute sur Rice. Mais le cadreur, lors du match, en fait, tu vois tout de suite le gros plan qui est fait sur Raya. À aucun moment, on met le gros plan sur Rice, Non, hein. mais Et, je pense pas que beaucoup de gens imputent la faute à Rice, hein. Personne. Moi, je suis allé voir le tweet de Squawka qui disait ça. ouais, Tous les commentaires dessous étaient j'ai vu. unanimes à dire non, non, mais c'est la faute n'est pas à Rice, la faute elle est à Raya. Comme tu l'as dit, c'est parce que c'est une perte sèche que ça lui retombe sous son nom. Mais il est pas en faute dessus. Il est pas en faute dessus. Euh, alors, attends, je regarde s'il y a eu d'autres changements. J'en ai donné 4, je crois. Est-ce qu'on en a fait un dernier? Je sais même plus. Bon, enfin bref, si on en a fait un dernier, je sais même pas qui aurait pu rentrer. Ah si, Calafiori, je l'ai cité, je crois, dans le changement. Oui. Bon, Ouais. enfin bref, ça change rien. Le banc n'a rien ramené. On perd un offensif à voir si les 10 jours vont suffire à Martinelli pour se sentir mieux. Ouais, bref, blasé, saoulé, déçu, l'euphorie qui retombe, mais c'est comme si tu parles à la plus belle meuf du monde
et que tu te dis que tu as une ouverture et tu tombes amoureux dès le premier rendez-vous et en fait elle te lâche des vues juste après quoi. Mais c'est clairement ce qui s'est passé en l'espace de 3 jours. Vraiment. C'est clairement ce qui s'est passé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, bon, bah, c'est que la Carabao Cup, on s'en fout. Et enfin, Mais à la, quel cap- la, moment, la, à la, quel moment on la est Carabao, capable en de fait, faire non. bah, C'est- Je pense, Raoul, que la Carabao Cup, tu t'en fous quand tu te fais éliminer au premier tour. Quand tu arrives en demi-finale face à Newcastle, que tu as peut-être une finale qui arrive face à Liverpool au Tottenham, que tu peux décrocher un trophée pour la première fois depuis 2020, j'oublie le Community Shield, mais peu importe. Non, on aurait dû se donner à fond là. C'était pas une compétition où on avait encore 15 matchs non, mais derrière indépendamment de ça, qui allait nous polluer l'agenda. Il fallait indépendamment tout de ça, donner et Jonathan. là, bah, Excuse-moi, mais là tu dis si tu te fais éliminer au premier tour, alors oui, bien entendu, mais indépendamment de ça, quand tu es une équipe capable de faire le triplé, voire le doublé, je sais pas, moi, championnat FA Cup, j'entends, mais championnat Ligue des c'est Champions, toujours mais la à un moment première. donné, on repart. On est reparti pour faire une saison, à mon avis, blanche, mais ça, je vous l'avais déjà dit depuis bien longtemps. On en avait même parlé dans un des apéros AFC. Euh, Puisque la FA Cup, on dégage au troisième tour contre United. Pareil, tu vois, là, je cite le match, troisième tour, FA Cup contre United à la maison, on perd au tir au but. J'ai même pas envie de revenir sur la série de tirs au but de Raya contre Manchester United. Alors on va me dire, ouais, mais regarde contre Porto ce qu'il a fait. Ok, ah, super. Mais est-ce qu'on peut vraiment revenir, allez, 30 secondes, prenez tous les tirs au but. Je vois même des parodies en disant, est-ce que le match n'est pas... est-ce qu'à un moment donné, le joueur ne fait pas exprès? Il part 30 secondes avant et son plongeon, il atterrit au point de corner. Mais... Bon, ça c'est FA Cup, c'est Manchester United. Mon point, c'était que la Carabao Cup est quand même la compétition la moins prestigieuse des Mais c'est quatre un que l'on titre. avait à jouer. J'entends, j'entends. Et c'est celle qui est le plus souvent mise de côté. Là, on était en demi-finale, il fallait faire plus. On l'a pas fait. Alors qu'on se qualifie ou pas. Mais on a vraiment senti une équipe complètement insipide. Et c'est ça qui est dommage. Si on s'était battu, qu'on était revenu à 2-0, qu'ils nous avaient mis un 2-1 à la minute, on se serait battu. Le feeling n'aurait pas été le même. Mais là, on a vraiment été impuissant du début à la fin. En fait, on a vu une équipe de Newcastle qui a joué les deux matchs aller et retour comme une équipe qui voulait se qualifier pour la finale. Ça, c'est pour le côté Newcastle. Et côté Arsenal, on a vu une équipe, honnêtement, qui a manqué de respect à son adversaire, qui a manqué de respect au foot. Vraiment. Et encore une fois, quand je dis ça, et j'attends, tu sais, en tout cas, les gens de l'assaut en sont sûrs de mon engagement, de ma dévotion et de mon supertérisme envers Arsenal. Stantérisme, oui. Ça reste mon club, ça reste comme pour paraphraser le titre d'une émission qui était sur, je crois, Netflix à l'époque, pardon, c'est Arsenal Till I Die. Mais on peut être supporter et être objectif. Et on a manqué, on n'a pas respecté le foot, on n'a pas respecté l'adversaire. On s'est senti trop beau. Match aller, quand j'entends qu'Arteta dit ouais, c'est un match, on méritait de gagner. Mais à quel moment tu mérites de gagner? Arrêtez avec votre à deux balles, quoi. Franchement, mettez-vous des claques dans les vestiaires. Vraiment, mettez-vous des claques dans les vestiaires. Et c'est des jours qui vont nous faire du bien, mais tu étais capable de jouer une finale en mois de mars, tu es capable de lever un trophée au mois de mars. Honnêtement, tu lèves ton trophée, même la Carabao Cup au mois de mars, ça te fait un titre cette saison, tu as presque tout gagné. T'as presque réussi ta saison. Même si c'est la Carabao Cup, Tu t'enlèves pas mal de pression, quoi. tu t'enlèves pas mal de pression, et puis après tu dis, ok, il reste allez, 3 mois presque en roue libre, on joue les matchs les uns après les autres et on verra ce que ça donne. Alors, bien entendu que si on retrouve notre niveau contre City, euh, on peut faire des belles choses, mais comme tu le disais, toi, dans ton coup de cœur, coup de gueule, c'est que le match de City, qui était le plus beau match de notre saison et le plus complet, c'est l'arbre qui cache la forêt, bien entendu. On est incapable. Alors, on est capable de lever notre niveau contre City, contre Liverpool et
peut-être un peu contre Tottenham. On va être capable peut-être d'élever notre niveau face à un grand d'Europe en Ligue des Champions, en huitième, voire en quart. Mais faut s'avouer les choses. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est et c'est pas et moi ça me fait chier de le dire, tu vois. Mais il faut savoir le dire. Et pourtant, je continuerai à regarder tous les matchs, je continuerai à lire plein de trucs sur Arsenal, je continuerai à m'intéresser parce que ça reste mon équipe. Mais moi, je pense qu'il faut avoir la franchise de le dire. Quand ça va pas, ça va pas, et quand ça va, ça va. Ben là, ça va pas du tout. Et vraiment, je suis blasé de ce match-là, quoi. Bref, Maria, j'ai même pas envie d'en parler, mais par contre, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que j'espère quand même que je suis pas le seul à trouver ça inacceptable. Surtout que c'est pas ça son coup d'essai. Euh, on va revenir un petit peu sur Ødegaard, Jonathan. Alors, notre cher capitaine, euh, il y a beaucoup de choses à dire. Bah, et là, pareil, le but, c'est pas de lyncher un joueur lorsqu'il est au fond du trou, mais force est de constater que d'une part, il traverse une période de méforme. Alors, il a été sévèrement blessé, rappelons-le quand même, hein. Il a loupé septembre-octobre. Il est revenu au mois de novembre. Lorsqu'il est revenu, les deux, trois premiers matchs étaient plutôt bons. Mais c'est vrai que depuis décembre, son jeu n'est plus si performant. Il est moins décisif. Il, il pèse moins dans le jeu d'Arsenal. C'est un fait. Je veux dire, ceux qui regardent les matchs, ils sans doute. Et, mais moi, pardon, en soi, ça me dérange pas parce que tu l'as dit toi-même, il a été l'un de nos meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur. Parce que franchement, sur le meilleur joueur de la saison, il y a quand même débat avec Rice notamment. Mais en tout cas, il a été l'un des joueurs les meilleurs la saison dernière. Et donc, du coup, de ce fait, il bénéficie, pour le moment en tout cas, d'une certaine clémence de la part des supporters de la fanbase sur les réseaux. Je suis pas sûr que alors, j'allais dire de le conspuer. C'est ce que je fais avec Raya, mais Raya n'a jamais été bon. Pas pareil. Euh, cette clémence-là, la question, elle va durer combien de temps? Est-ce qu'il va être capable de retrouver encore cette saison le niveau qui était le sien l'année dernière? Et surtout, moi, j'ai tendance à dire, est-ce que, à un moment donné, l'exemple de Degarde n'est pas celui à prendre pour d'autres joueurs, notamment Havertz, notamment Martinelli et d'autres. C'est-à-dire que Ødegaard, c'est un des joueurs où, même quand il est pas bon, en fait, tu le verras jamais baisser la tête, tu verras jamais baisser les bras. Il se battra. Alors après, forcément, après, un joueur technique qui se bat, il n'est pas capable de mettre de l'intensité dans le duel, etc. Donc, ça devient un petit peu brouillon. Mais au moins, il fait partie de ces joueurs qui lâcheront rien. Parce que, petite parenthèse, hier, Jonathan, on n'a pas été bon, mais on n'a même pas été combatif. On n'a même pas été dans les duels. Il y a quand même très très peu de joueurs qui étaient dans le duel hier. Notamment les Gabriel, les Saliba, les Kelly qu'on a encensé le dimanche dernier, on lui met un 10. Thomas Partey, on lui met un 10 le dimanche dernier. C'était éclaté. Declan Rice, qui pour le coup a donné beaucoup, mais beaucoup moins performant. Il y avait aucun ingrédient. Mais vraiment, il y avait même, ils ont voulu faire un plat de pâtes, ils ont même pas mis l'eau à chauffer, quoi. Tu vois, bah, bref, dégueulasse. Revenons à Martine. Euh... Bah, Vas-y, surtout dis-moi. qu'Odegaard, quand tu regardes un petit peu ses stats sur le match, il est pas dégueulasse, hein. Il a 91% de réussite, enfin de passes réussies. Il a touché le poteau, il a tiré deux fois, bon, deux fois où ça passe pas. Euh, Ses centres sont pas très précis, mais c'est surtout qu'après ce qu'on a vu dimanche, où c'est lui qui était le roi du pressing dimanche. Et on sait que le pressing a été clé dans la victoire contre City. Là, on est vraiment tombé. Moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est quel est le poids de Haute-Garde dans le vestiaire quand il faut rentrer à un zéro.
est-ce qu'il est un relais? Alors, on sait que c'est un relais du coach sur le terrain. Est-ce que c'est un relais du coach dans le vestiaire aussi? Est-ce qu'il est là à remuer, à mettre un coup de fouet quand il faut? Parce que là, entre la première et la seconde mi-temps, on n'a rien vu. Bon, tu vas me dire, après, il est sorti à la 60e, hein, donc c'est normal qu'il ait pas, qu'on n'ait pas vu plus d'impact après. Mais c'est ça que je me demande. C'est ça que je me demande, et on va continuer à lui donner des chances, mais c'est vrai que la fin de saison va passer très vite, et il faut quand même qu'il y ait un sursaut là, Moi, je me parce demande que ça va pas. je me demande s'il a vraiment pas une gêne sur sa cheville, hein. C'est une question vraiment que je me pose, qu'à chaque fois qu'il prend un impact, c'est quand même très très douloureux et j'espère que ça va pas devenir la cheville à Neymar où à chaque fois qu'il prenait un coup, il prenait 3 mois d'arrêt derrière, quoi. Euh, ouais, en fait, il y a pas grand-chose à dire sur Odegaard à part être forcé de constater qu'il est nettement moins bien aujourd'hui dans le jeu. Euh, Encore une fois, le problème de notre banc de touche ou de notre effectif très réduit, c'est qu'à un moment donné, tu peux même pas dire, bah, je te fais souffler, je mets le jeune Ethan à ta place, mais parce que j'ai Saka devant, etc. Parce que de toute façon, aujourd'hui, en plus, avec les tirs de Martinelli, on se retrouve de nouveau à 4 pour 3 mais le quatrième, c'est quand même Sterling, hein. Et c'est Nwaneri à droite. Donc, je suis pas sûr que ce soit son vrai poste. Enfin bref. Mais c'est très compliqué. Après, est-ce que tu comprends la clémence, toi, de ton point de vue? Est-ce que tu comprends la clémence envers le joueur? Est-ce que tu comprends Oui, le... je la comprends, mais tu peux la comprendre, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe rapidement. Parce que sinon, jusqu'à quand tu autorises, enfin, ce laps dans les performances? C'est ça le truc. Hmm. C'était comme il y a 3 mois, on parlait de Merino. On avait fait un épisode avec toi, Corentin et moi, et tu demandais à Corentin, bon, jusqu'à quand tu Oui, tolères les performances médiocres de Merino? Et je crois qu'il avait dit février. Bon, on y arrive. on est au Ah mois de février, bah... hein. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que Odegaard bénéficie quand même d'un capital confiance qui est tout autre que Merino. Mais Mais il faut que là, il y ait quelque chose qui se passe. Ou Après, le inverse. problème, c'est que Je reviens sur inverse, c'est. hein. Ouais, mais Averse, regarde les minutes, enfin, regarde ce qu'il joue. Enfin, j'ai fait une petite comparaison là Oui, j'ai du vu, oui. nombre de matchs par minute jouée pour un article que je prépare. Averse, en première ligue, depuis le début de la saison, il joue 89 minutes par match tout le temps. Et Et bon, notre... pour le Pardon, coup, excuse-moi, mais il a précisons fait, que... il a fait, il Allons a quand fait un même au... super match dimanche. Les statistiques d'hier sont vraiment, vraiment pas bonnes. Je te les ai montrées un peu plus tôt. Ouais. Mais il n'y a pas de porte de sortie pour lui. Bon, il n'y a pas de porte de sortie, je veux dire, pour le faire souffler. Ça, c'est un choix qu'on discutera plus tard par rapport au mercato. Mais c'est lui le joueur qui joue le plus. Et donc, si on continue à tirer sur la corde, bah là, ça peut très vite dégringoler rapidement, quoi. Ouais. Mais encore une fois, tu as raison de dire que Havertz fait quasiment tous les matchs. Donc, c'est quoi, 89 minutes en moyenne par match? Et c'est le joueur. En première ligue, hein. Oui, oui. Première ligue. Et c'est le deuxième joueur de PL à courir le plus, à parcourir le plus de Ouais, ouais, distance. Ah oui, il a un volume impressionnant. Ouais. Enfin, bref. Bon, dernier petit dossier rapide. Faut qu'on achète Isaac à l'été cet été, hein. Oui, mais Pouah. moi, je me demande si Isaac, c'est pas trop tard déjà. Parce que, En tout cas, on n'a parce pas fait ce qu'il que fallait pour le recruter. il aurait fallu l'acheter en 2022 quand il est parti à Newcastle pour 60 millions. Là, je vois des prix 120, 130. Ça sera Bon, jamais 120, 130. ça va être 150, 180, hein. Ça va être 150, 180. Et 150, 180, c'est ce que tu peux faire après parce qu'on a aussi un mercato qui s'annonce très lourd. Avant-centre, un ailier, milieu défensif, un backup pour Odegaard, un gardien. Moi, j'en compte 5. Et quand j'en compte 5, ça veut dire que tu conserves Kivior et Tomiyasu. Et donc là, tu ouvres une autre porte, un autre débat. Euh, les joueurs dont on peut séparer, ça va être compliqué. Zinchenko, Trossard, ce sont les premiers sur le départ. Les premiers sur le départ qui ramènent de l'argent, je veux dire, parce que tout ce qui est Partey, Jorginho, Kieran Tierney, ça part pour rien.
Il va falloir s'occuper de tous les joueurs qui reviennent de prêt. Reiss Nelson, Fabio Vieira, Tavares, Lokonga et compagnie. C'est pour ça que, voilà, il y a pas mal de boulot cet été. Va falloir s'y prendre tout de suite. Et je crois qu'ils sont sixième, Newcastle, du classement, là. S'ils se qualifient pas pour la Champions League, C'est la seule chance. il y a moyen. Mais bon, ils vont faire casquer aussi. C'est leur meilleur joueur de tous les temps, hein, Oh, Isaac. wow, Enfin, wow, wow, non, non, wow, wow. Pardon. Alan Shearer, Alan Oh, Shearer, attention à ce que Alan tu Shearer. dis, quand Bon, même. en tout cas, je pense que depuis les 5-10 dernières années, c'est leur meilleur joueur, en tout cas, large. Et, et ça va être très difficile d'aller le récupérer, surtout si on veut dépenser encore 60 millions sur un ailier ou je ne sais quoi. Il va falloir faire. Ouais, et quand je disais tout à l'heure, on n'a pas tout fait ce qu'il fallait pour le recruter, c'est-à-dire qu'il nous a quand même plombé deux buts, un à l'aller, un au retour. Non, au retour, il marque pas, pardon, mais il fait un poteau et il met un but hors jeu d'un cheveu. Alors, on va dire que pour le but du match aller, c'est plus 10 millions. Pour le poteau du Ouais. match retour, c'est t'en rajoutes 5. Que si Newcastle se qualifie pour la Ligue des Champions et que tes joueurs, tu te dis, ok, attends, je suis dans un club où je suis bien, où je connais tout le monde, où je suis la star de l'équipe, en tout cas l'une des stars de l'équipe. Je peux négocier une prolongation une prolongation de contrat et une revalorisation salariale. Et je vais aller dans un club que j'ai battu trois fois l'année dernière. Alors les ambitions des clubs ne sont pas les mêmes, bien entendu, sur du moyen et du long terme. Mais là, je veux dire, il fallait, pour faire venir Isaac, il fallait en mettre trois à Newcastle à la maison, il fallait se qualifier, il fallait gagner la Carabao Cup, il fallait les péter en championnat. Et puis voilà. Et là, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait les meilleurs arguments. Et que en plus de ça, c'est l'un des vrais seuls attaquants qui potentiellement peut être sur le marché l'année prochaine. Et que, c'est ce que je te disais hier, t'es pas à l'abri. Parce que même si, par exemple, je sais pas, Newcastle dit, OK, il part à 160 millions, mais tu vas voir que les prix vont être exorbitants, hein. Même si toi, tu te dis que tu mets les 160 millions, il suffit juste que Tottenham, par exemple, dise, bah moi aussi, je mets les 160 millions. Barcelone, bah moi aussi, je mets les 160 millions. Et du coup, ça va être un coût de salaire hebdomadaire que ça va se jouer, quoi. Donc il n'est pas chez nous. Après, quand je dis qu'il doit venir chez nous, qu'il faut qu'on le signe, c'est qu'on a vu toute la différence d'avoir un vrai neuf. Et en disant ça, je manque absolument pas de respect à Havertz, mais la vitesse de course, bah, les déplacements, putain, c'est chirurgical. Mais je veux dire, encore une C'est fois, chirurgical, absolument. si tu mets pas, s'il n'est pas hors jeu, elle est en pleine lucarne. Le but, c'est poteau, c'est au moins cadré, c'est pas à côté. Au match aller, il plombe, il fait mal. Je veux dire, Newcastle, on dit que c'est une équipe, on va dire, allez, premier tiers du classement. Mais très honnêtement, hier, Isaac, c'est supérieur à tout ce que nous, on peut avoir devant en termes Gordon, d'avant-centre. Euh, Gordon, c'est et supérieur à ce Gordon, qu'on a à gauche ou à merci. droite, Et Gordon, c'est en supérieur à l'absence de Saka. Martinelli, c'est supérieur à Trossard, etc. Donc voilà, j'en perds le fil. Est-ce que j'avais encore un autre dossier en tête? Non, juste vous David partager. Raya? Ouais, super. Non, c'était. Non, Est-ce non, que non, c'était. est-ce que tu as rajouté un gardien dans tes recrutements l'année prochaine? mais c'est- Ah, moi, oui, non, un numéro 2 pas un numéro un. Ou voire un numéro un. Voire un numéro un. Moi, je vous le dis. Après, très honnêtement, je vais dire un truc. Que depuis pouah, Siman, allez, Lehmann, et encore, parce que Lehmann faisait quand même pas mal de cacahuètes, hein. Mais allez, depuis Lehmann, moi, j'ai jamais compris le recrutement des gardiens d'Arsenal. Jamais. Et pourtant, à l'époque, c'était encore Tonton Arsène qui était là, hein. Mais quand tu vois que Tottenham a été capable d'aller chercher Vicario? un Lloris à l'époque. Ah, bon, je sais pas, Vicario après Lloris, je pensais. Ouais, Non, mais bien sûr. un Lloris. Quand tu vois qu'à l'époque d'Arsène, Manchester a été capable d'aller chercher un Fabien Barthez, champion du monde, champion d'Europe, pour remplacer Peter Schmeichel. Oui, bah, Quand ils s'en souviennent de Fabien Barthez, hein, et je ne sais pas s'ils s'en souviennent avec.
Ouais, il était drôle. beaucoup de. Il avait pas de cheveux, il était drôle. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, quand tu regardes ne serait-ce que. Regarde, je vais te citer deux noms. Hein. Bah, à l'époque, Steve Mandanda. Je te parle à l'époque, parce que là, il est, le pauvre, il est limite avec une canne maintenant. Mais avec tout le respect que j'ai pour lui, avec les performances qu'il a pu faire, même si Mandanda a été recruté à un moment donné, c'était où qu'il était en Angleterre? Il est parti de Marseille pour aller en Angleterre, il est revenu à Marseille Et il a après. tourné à Marseille derrière. C'était pas Crystal, non, pas Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, je sais plus. Faudrait que je cherche. Bah, je vois ton téléphone à la caméra. Regarde voir juste où il était. Mais il était en Angleterre. Mais ou quand tu regardes Chevalier de Lille, où on dit ouais, Paris Saint-Germain est déjà dessus. Mais à quel moment tu vois pas? Putain, il y en a beaucoup les gardiens dans le monde. Hein. T'arrives pas vraiment à aller chercher des bons gardiens, des jeunes où tu peux mettre un petit billet dessus et le former, et l'intégrer, etc. Moi, je comprends pas. Je comprends Crystal pas. Palace pour Crystal Mandanda. Palace. Ah, ça va, j'ai encore une bonne mémoire. Enfin bref, non, ouais, j'ai pas, non. Donc Raya, allez, on laisse tomber. On va, Instant Passion, moi, ouais, je voulais juste faire nous un parler petit d'arbres. point, oui, voilà, l'arbre qui cache la forêt, parce que ouais, le match de City nous a tous mis sur les nuages et on était vraiment super excités de ce qu'on avait vu et on pensait, moi le premier, que l'équipe allait pouvoir reproduire cette performance 3 jours après, sachant que derrière, ils avaient un break de 10 jours et qu'en fait, l'équipe est retombée dans ses travers. Et c'est bizarre parce que sur ce bloc de match qu'il y a eu depuis fin novembre jusqu'à hier, le club a joué 21 matchs entre la Première Ligue, Carabao Cup, FA Cup, Champions League. Leur L'historique en Première Ligue est pas mauvais, hein. Il y a quand même 9 victoires, 4 matchs nuls. Ça fait 31 points sur 39 pris. On a fait pas mal de petits podcasts bilan à chaque fois qu'il y a eu une trêve internationale et ça reste quand même honorable par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Mais Arsenal arrive à tomber dans des travers. Il y a eu des matchs nuls, le match nul de Brighton, le match nul de Villa, où on mène au score, on se fait reprendre et derrière, il n'y a rien qui sort. On a eu de la chance contre City parce qu'ils sont revenus au score et on a réussi à rebondir derrière. Mais ça reste quand même pas tant pas tant au niveau comptable, mais au niveau de ce qui est proposé sur le terrain. Et moi, je trouve dans la mentalité, c'est pas très excitant. Et en plus de ça, ça fait un peu petit joueur. Ça fait un peu, bah tiens, on mène 1-0, on va se remettre sur notre défense et on va attendre que ça vienne. Bon, bah, une fois sur deux, l'adversaire, il va revenir. Et on perd des points. Ça fait 4 points de perdus contre Brighton et Villa. C'est quand même des points qui coûtent très cher. Et au mois de mai, bah, on risque de s'en mordre les doigts, quoi. Et je trouve que bah, l'euphorie du match contre City cache un peu tout ça. Et là, c'est le dur retour à la réalité, quoi. Ouais, mais oui. Et après, je sais plus si c'était dans le dernier podcast ou je crois que je le disais peut-être dans l'apéro. C'est là où aujourd'hui, je suis désolé hein, de le dire et encore une fois, et je pense le dire en toute objectivité, c'est que on n'est pas encore un grand club d'Europe. Je pèse mes mots en le disant, hein. Mais je pense qu'on nous voit trop beau par rapport à ce que l'on est. Je pense que le coach se voit trop beau par rapport à ce qu'il propose. Et c'est pas méchant ce que je dis. On avait fait un débrief, encore une fois, un podcast de débrief de fin de saison où on parlait notamment du coach et je disais que s'il n'avait pas un peu plus d'humilité et si il ne changeait pas, s'il avait toujours les ornières devant, bah Les œillères. les œillères, les ornières, n'importe quoi, putain, les œillères devant, tu vois, on voit l'état de fatigue mentale quand même, hein. Les œillères devant les yeux et qui s'ouvraient pas à d'autres choses, ça allait être compliqué. Alors, je suis pas Arteta out encore une fois, vraiment, je veux le préciser parce que pas que il y ait une ambiguïté, mais il y a encore beaucoup de choses pour arriver à être un grand d'Europe. On est Mais capable, enfin, je ne vois pas comment on peut se dire. on est capable de fulgurance, bien entendu, mais on manque de régularité, on, on manque de plein de choses. Alors, bizarrement, Raoul, on a gagné une Coupe d'Europe en 94, Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. On a gagné une
Super Cup dans les années 70. En Ligue des Champions, la dernière fois qu'on a passé l'écart, je ne sais plus à quand ça remonte. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas se mettre à ce niveau-là. Il faudrait déjà s'assumer et s'affirmer comme un grand d'Angleterre. Et ça passe par de l'argenterie. Un prospect qui cette année, c'est un peu assombri là. Raoul, je ne t'entends pas. Pardon, voilà, j'avais coupé mon micro pour ne pas crier, tu vois. Euh, la première ligue, c'est le championnat, et on se le répète assez souvent, je pense le plus compliqué en Europe, voire au monde. Bah, de toute façon, l'Europe, oui, le championnat européen, c'est le meilleur championnat du monde. Donc, si tu es le championnat le plus dur en Europe, c'est forcément le championnat le plus dur au monde. Tant la concurrence, elle est féroce, tant les matchs sont engagés, et tant l'incertitude à chaque match est présente de par la passion des supporters, l'ambiance sur les terrains, etc. À partir du moment où tu as compris ça, et que tu es dans le top 2 de la PL, ça veut dire que quand même tu n'es pas un peintre et que tu dois faire mieux. Je veux dire, parce que bizarrement, regarde, en Champions League, les vrais grands d'Europe de nom, Manchester City, on peut dire que c'est un grand d'Europe ces dernières années. Si le gars qui me dit parce qu'ils ont un blaireau qui s'appelle Blue Moon sur Twitter qui raconte que de la merde. Mais si on me dit que City, c'est pas un grand d'Europe, vraiment, on n'a rien compris au football. C'est pas parce que cette année, ils se plantent que, voilà. Tu vois, le Real de Madrid, c'est un grand d'Europe. On peut pas dire le contraire. Euh, il passe par les barrages en Ligue des Champions quand toi, tu termines troisième. Donc, c'est pas trop mal. Sauf qu'avec cette nouvelle formule, vu que tu joues pas les mêmes adversaires, c'est toujours un petit peu tronqué. Mais en tout cas, on a le mérite d'être qualifié et d'être troisième. Le tirage au sort, très honnêtement, Jonathan, va quand même faire beaucoup. En fonction du côté gauche ou côté droit du tirage que l'on va avoir, le côté gauche, il pue. C'est là où il y a Paris, City, Manchester, Paris, City, Real et compagnie. Côté droit, il est quand même beaucoup plus jouable pour arriver, on va dire, assez, pas facilement, mais avec un peu de qualité, tu peux facilement arriver en demi-finale. Enfin bref. On en est encore loin. Mais ouais, il faut qu'il y ait une vraie remise en question. Et ce qui nous manque aussi, je suis d'accord avec toi, parce qu'on parle souvent de l'émission All or Nothing sur Amazon Prime, qui est toujours disponible d'ailleurs. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est du Arteta Show. C'est médiatisé, euh, c'est Oui, oui, joué, comme c'est l'a fait Guardiola théâtralisé. avant, Bien sûr, comme l'ont fait Mourinho, comme ils l'ont tous et fait. théâtralisé, etc. Donc, quand je vois que là, j'ai encore vu l'extrait où je sais plus quel match, on perd et ils disent It's a fucking disgrace, I don't accept it, personne ne court, vous perdez le ballon, vous marchez, je vous le dis à l'entraînement, etc. Mais moi, je pense que moi, je suis coach à Saint-James Park, je pense que Saint-James Park tremble à la mi-temps. Et je pense Ah que bah, il a tremblé, mais pas avec Arteta dans le vestiaire, je et je pense. pense qu'à Mais l'Emirates, à la mi-temps du match aller, le vestiaire, il tremble. À la fin du match aller, le vestiaire, il tremble. Et est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, une équipe à l'image de notre coach? Alors, c'est vrai dans le jeu, dans ce qu'il veut proposer, dans le projet, dans Trust the Process, mais c'est vrai aussi, je pense, en termes d'humilité, en termes de plein de choses. Et je pense que dans cette Carabao Cup, je me répète, dans les deux matchs, aller-retour, on a manqué d'humilité, on n'a pas respecté l'adversaire. Pourtant, c'est un adversaire qui nous casse quand même bien les bonbons depuis un certain temps. Et voilà. Et moi, de perdre contre Newcastle, qui devient un peu une bête noire, ça me saoule. De ne pas se qualifier, ça me saoule. Et j'avais même dit, je l'ai dit en space lundi, quand on parlait de ce match-là, j'ai dit, franchement, à la rigueur, si on ne doit pas se qualifier, mais qu'on a fait un gros match, franchement, ok. Au moins, ah, t'effaces le bien match sûr. aller, tu vois. Mais mec, on prend 4-0 en deux matchs. On prend une valise en deux matchs. Et on prend une leçon de football deux fois. Et Arteta, il prend une leçon de football deux fois, hein. Parce que ce que propose Newcastle, ils ont fait deux fois le match parfait, hein. Bravo à eux. Franchement, bravo à eux. Et j'espère que. Putain, ça me fait chier de dire ça parce que j'aime pas. Parce que oui, la petite parenthèse. Hier, entre Guimarães et Trippier, si je peux monter sur le terrain et leur mettre des gifles,
Trippier, il a été insupportable de la première à la dernière minute. Guimarães, il a mis Moi, 50 minutes à prendre son jaune. Ouais, Trippier, t'as moi, pas moi, ça va. dérangé? Bah, moi, sur l'échelle de Anthony et Richarlison, non, ça va, ils sont encore assez bas. Non, mais je te parle de ce match-là. Autant Trippier, c'est jamais un joueur qui m'a dérangé, mais voilà. Enfin bref. On attaque les flops et les flops? Ou alors les flops et Allez, les flops, comme tu veux. non, 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 j'ai des tops, j'ai des tops. Alors, commençons par les flops. Commençons par les flops. Moi, j'ai donc mis Raya, Saliba, et je suis désolé, Raoul, je sais qu'on en a déjà parlé, mais le match Vas-y. d'Havertz, Mets-le, vas-y. qui était vraiment pas joujou. Ok. De ton côté? En flop? Ouais. Les 11, bah les 15, les 4, ouais, les 4 changements, les 15. Il n'y en a pas un pour moi qui mérite un top. Mais donc du coup, je vais mettre les 15. Je vais mettre Raya. Désolé. Surligné, Mais ouais. ouais. T'as les félicitations de mes flops, Raya. Et, euh, et Saliba. Parce que pour le coup, j'ai été très déçu de la performance, mais pour autant, je ne jette pas la pierre. Mais parce qu'il y a un tweet qui disait que bah, vous comprenez maintenant pourquoi euh, Van Dijk est meilleur que Saliba. Sauf que Saliba, il fait meilleur joueur de première ligue, de Ligue 1 quand il est avec Marseille. Il fait 2 fois meilleur défenseur de PL avec Arsenal. Il est dans l'équipe type de l'Euro avec l'équipe de France. Et c'est vraiment le premier match où il se plante. Alors après, c'est pas un flop où je l'enfonce, mais franchement, il a tellement été en dessous de ce qu'il est capable de faire, notamment dans l'impact, dans le duel, etc., que voilà. Donc Raya, un peu de Saliba et l'équipe. Non, non, mais tu peux pas mélanger. Enfin, là, en plus, les gens mélangent deux choses. Mais bon. Ok. Les tops? Euh... Vas-y. Apparemment, t'en as, toi. Allez. Ouais. Pour moi, le top, c'est l'atmosphère qu'ont mis les Toons à Saint James Park, que j'ai trouvé délirante à la première image. Je crois que c'était la réception du Bayern de Munich l'an dernier, à l'Emirates, où il n'y avait pas de supporters du Bayern. Et donc, il y avait 60 000 Gunners à l'Emirates. Et je me souviens pas d'avoir vu quelque chose comme ça. Là, c'était un délire, le truc. Entre les écharpes, entre les drapeaux, le bruit qu'il y avait dans le stade, Ah, on a vraiment senti, l'enfer de St. James Park. on a vraiment vu une équipe en fusion avec ses supporters, l'équipe qui a délivré derrière, c'était vraiment magique. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je crois que c'était le mois dernier quand on a accueilli Manchester United, où les supporters de United étaient juste derrière un des gardiens. Arrête-moi si je me trompe, mais il y avait, je crois, c'était sous le Clocken qui était réservé pour les supporters de Manchester United. Ouais, là, Et là, ils étaient j'ai ouais. regardé, j'ai regardé la vidéo d'après-match que fait toujours James McNicholas, qui s'appelle On the Whistle, où il a ses premières réactions à chaud, et il montrait là où étaient parqués les supporters d'Arsenal. Les mecs, tu as une tribune qui est bien plus haute que les autres à Saint James Mhm. Park, et ils étaient mis là-haut, tout en haut, donc tu n'avais aucune chance de les entendre, quoi. Et du coup, c'était un raffut dans le stade. J'ai trouvé le spectacle déjà très sympa, mais en plus, enfin, l'ambiance qui a été mise, qui était juste délirante. Donc moi, ça c'est vraiment ça qui m'a plu, même si ça nous coûte enfin, c'est pas ça qui nous coûte une qualification, mais c'était pas pour nous aider non plus, quoi. Non, Donc t'as moi vu, vraiment, d'ailleurs, ils ont un projet de nouveau stade de 70 000 places, hein. Et alors, ils le rempliront certainement, mais c'est j'espère. encore un peu, c'est quand même un peu triste encore parce que Saint James Park, c'est vraiment à côté de la ville, Ben, non, c'est sur une non, colline qui il surplombe sera la au même ville. endroit. Il sera au même endroit. Ok. Il sera au même endroit. Il devrait être au même endroit. Je suis pas architecte, mais de ce que j'ai vu dans les dossiers, euh, il devrait être au même endroit. Et pour le coup, j'espère que eux, ils auront le même effet Highbury Emirates, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur âme et qu'ils vont se retrouver dans un stade. Alors, ce sera pas une bibliothèque, bien entendu, mais que ça soit pas le même chaudron, quoi. On verra Bien bien, sûr. mais voilà. Bon, il est temps de partir à Dubaï. Bah, pour eux, il est temps de partir à Dubaï.
Nous, on, on reste chez nous à déprimer. J'espère vraiment qu'on va avoir le même état d'esprit au retour de Dubaï que l'année dernière. Parce que ça nous avait fait énormément de bien. Mais bon, l'avenir nous le dira. Réponse dans 15 jours. On reprend avec... Leicester? ça doit être Leicester, ouais, qui est pas bien non plus, qui a perdu contre Ipswich le week-end dernier, je crois, si je me trompe pas, qui joue pour se maintenir. Donc ça va être un match compliqué parce que tu joues une équipe qui joue le maintien, mais largement à notre portée. On suivra surtout de près les informations médicales concernant Martinelli parce que ça peut jouer pas mal de choses sur la fin de saison, puisque, encore une fois, rappelons-le qu'on fait un clean sheet. Alors, sur le mercato, on y reviendra, mais petite parenthèse, moi j'avais annoncé qu'on ne recruterait rien, parce que je pensais qu'il n'y aurait rien sur le marché, même si City dépense 212 millions, que Aston Villa récupère 3 joueurs, etc. Mais je pense que claquer de l'argent pour claquer de l'argent, c'était inutile. Après, on aurait pu essayer tel en prêt. On n'y est pas allé. Mais en tout cas, ça va poser beaucoup de questions sur le remplaçant d'Edu qui doit être annoncé, j'espère, prochainement, quoi. Mais bah, de toute façon, on saura si un mercato blanc était justifié pendant le prochain mercato. C'est ça. C'est le prochain mercato qui dictera ou pas, enfin qui justifiera ou non ce qui s'est passé cet hiver. Parce que si c'est pour recruter Ollie Watkins cet été, bah, ça sera un petit peu difficile à justifier. On est bien d'accord. Du côté du podcast, je vous annonce, j'en ai déjà un petit peu parlé, un hors-série numéro 2 qui est enregistré demain avec un nouvel invité vedette, une petite star. Une star du petit écran, on va dire. Allez, je donne. C'est pas un joueur cette fois-ci, mais ça va être vraiment trop stylé. Je l'annonce parce que j'ai échangé pendant plus d'une demi-heure avec l'invité de demain et ça va être vraiment cool. Un- C'est un gars qui colle parfaitement à à l'humour que l'on a dans le podcast, donc j'espère que ça plaira. Et puis on va aussi programmer ce petit podcast de bilan avant la dernière ligne droite, bah, l'une des dernières lignes droites puisqu'il va y avoir des trêves internationales, mais voilà où on va essayer de regrouper un petit peu quelques membres de l'assaut pour débriefer de tout ça. Jonathan, merci à toi d'avoir été présent. Et puis bah, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt sur le podcast ou à te lire sur le site. Bonne journée à tous et Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.